Bonjour, moi je viens de Montpellier, d'un laboratoire qui s'appelle Eco et Sol. Et j'ai fait cette intervention en collaboration avec Rémi Cardinel, qui est un doctorant qui travaille sur l'agroforesterie, Claire Chenu, qui était un professeur d'AgroParisTech, et Martial Bernoux, qui est un collègue de l'IRD dans la même unité que moi. Et nous travaillons sur le carbone du sol. Donc on n'est pas spécialiste de l'agroforesterie, mais plus du cycle du carbone, et en particulier dans les sols. Donc pourquoi l'agroforesterie nous a intéressés? Parce que c'est un moyen d'atténuer le changement climatique, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer par cet exposé. Donc j'appuie sur le bouton, mais Donc vous avez tous entendu parler des COP. Donc en décembre prochain, la COP 21 aura lieu à Paris. Donc il y a beaucoup de discussions actuellement en France sur ces COP et les négociations qui peuvent être faites. Et au cours de ces négociations sur le changement climatique, la place de l'agriculture n'est pas discutée. En revanche, on essaye de voir comment on diminue les émissions et comment on peut augmenter les pluies. Et malgré tout, un des enjeux de la COP 21, ça sera de mettre le secteur de l'agriculture et de la forêt au cœur des négociations. Donc, quelles sont la place des sols agricoles dans cette comptabilité carbone lors de ces conventions, de ces COP? Donc, l'agriculture et la forêt représentent à peu près 23%, 24% des émissions de gaz à effet de serre total, global au niveau de la planète. Donc ces émissions de gaz à effet de serre, c'est du CO2 bien sûr, mais c'est aussi du N2O et du méthane. L'agriculture est un gros contributeur de N2O, mais on compte tout en CO2. Donc ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre par le secteur de l'agriculture et de la forêt. Et on se demande si l'agriculture peut jouer un rôle pour les puits de ces gaz à effet de serre. Donc, au début de semaine, il y avait un congrès international à Montpellier qui s'appelle la Climate Smart Agriculture. Et à cette occasion, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est passé nous voir et nous a annoncé la mise en place d'un programme international. C'est l'objectif des 4 pour 1000. Donc, qu'est-ce que ça représente, ces 4 pour 1000? Donc, je vais essayer de vous expliquer comment il a compté ces 4 pour 1000, qui serait un objectif que pourrait atteindre la recherche agronomique afin d'améliorer les stocks de matière organique des sols. Donc, ça, c'est ce dont on a entendu parler ce matin pour la fertilité des sols, mais aussi que cette augmentation de 4 pour 1000 permettrait de compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est ça que je voudrais vous expliquer. Alors, comment ça marche? Le mécanisme est très simple. On l'a un peu vu ce matin. Donc, dans l'atmosphère, on a du CO2. Et grâce à la photosynthèse, donc à l'eau et aux nutriments du sol, il y a production de biomasse. Cette biomasse, en se décomposant, donne de la matière organique du sol. Et cette biomasse, elle respire, ainsi que les micro-organismes du sol. Et donc on a des puits de carbone qui vont dans le sol et des émissions. Et donc ce qu'on appelle la séquestration du carbone, c'est la limitation de la respiration du sol, et c'est le temps que reste le carbone dans les sols. Donc globalement, si on va faire des comptes, donc c'est pas très rigolo, mais vous allez voir, c'est assez facile. Donc la photosynthèse, elle compense à peu près les émissions de CO2 par les organismes, la biomasse et le sol. Ces émissions, elles sont légèrement inférieures à ce qui rentre dans les sols. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un puits de carbone par les écosystèmes. Donc ce puits, il est de 2,9 milliards de tonnes de carbone à l'échelle de la planète. Ça, c'est les puits terrestres. Et puis, bien sûr, le puits océanique. Mais on ne parlera pas du puits océanique dans mon exposé. Donc, pour contrebalancer ces puits, il y a des émissions. Donc, on l'a vu, à la fois de
à l'agriculture, mais bien sûr du secteur industriel. Donc ça, c'était pour juste montrer que la moitié des émissions de gaz à effet de serre est due à la respiration du sol. Face à ces flux de carbone, on a des stocks. Donc les stocks de carbone, la majeure partie dans les écosystèmes terrestres est située dans les sols. Donc on a beaucoup plus de carbone qui est dans les sols. Vous voyez sur le schéma, il y a 1500 à 2000 gigatonnes de carbone qui sont stockées dans les sols, alors que dans l'atmosphère, on n'en a que 830, ou dans toutes les biomasses végétales, à peu près 600. Donc c'est pour ça que le carbone du sol, c'est un enjeu vraiment important. Alors maintenant, je vais vous expliquer d'où sortent les 4 pour 1000. Donc soit on a une mauvaise gestion des stocks de carbone du sol, et à ce moment-là, on déstocke ce carbone. Du coup, ça annule le puits des écosystèmes terrestres qu'on pouvait avoir, et donc ça augmente les teneurs en CO2 de l'atmosphère. Donc là, c'est des valeurs, le 4,3 milliards de tonnes, c'est l'accroissement annuel de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc une mauvaise gestion des sols, on va augmenter encore plus cet accroissement annuel. En revanche, si on a une meilleure gestion des sols, on peut augmenter ce puits. Et donc, si on augmente ce puits de 4,3 milliards de tonnes par an, on a annulation de cette augmentation de CO2 dans l'atmosphère, enfin de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, si on augmente de 4,3 gigatonnes de carbone dans les 30 premiers centimètres de sol, ce qui en fait pas 5 pour 1000, mais 4 pour 1000, mais 5 pour 1000, on aurait annulation de l'accroissement annuel de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir une gestion correcte du carbone du sol de façon à annuler cet accroissement annuel? Donc, alors oui, si on veut arriver à 4 pour 1000, en fait, il faut augmenter, pas dans les 30 premiers centimètres, mais sur toute la profondeur du sol. Donc, est-ce que c'est possible? Donc, c'est l'exposé que je veux vous montrer. Oui, effectivement, c'est possible parce que cette variation de 4 à 5 pour 1000 des stocks de carbone, ça correspond à peu près à 200 à 250 kg de carbone par hectare et par an. Et ça, il y a des pratiques qui permettent de stocker ce carbone. Donc, est-ce que l'agroforesterie est une pratique qui peut séquestrer du carbone dans les sols? Donc, c'est une question qui est largement débattue en ce moment. C'est une vraie question d'actualité. On se demande où on peut effectivement stocker ce carbone, parce que les chiffres que je vous ai donnés, c'est des chiffres globaux sur l'ensemble de la planète. Donc, c'est des moyennes. Donc, ça ne veut pas souvent dire grand-chose, les moyennes. Donc, en combien de temps on peut stocker? Est-ce qu'il est stocké de façon durable? Et donc, il y a plusieurs rapports qui sont sortis ces derniers temps qui essayent de comptabiliser tous ces carbones. Donc, il y a, en juillet 2013, il y a un rapport de l'INRA qui parle de ça. Et en février 2015, donc, le ministère de l'Agriculture a aussi sorti un rapport sur les contributions possibles de l'agriculture et de la forêt à la lutte contre le changement climatique. Et en fait, c'est d'évaluer les différentes pratiques agricoles et de voir en quoi elles stockent du carbone ou pas. Donc le mécanisme, on a vu, il est très simple. On compte ce qui rentre dans les sols avec la litière, les feuilles, les racines, et puis ce qui est ensuite minéralisé. Puis on essaye aussi de voir ce que pourraient devenir les biomasses. Donc là, je vais vous parler de choses beaucoup plus concrètes. Donc, nous, on a essayé de voir, en comparant des parcelles agricoles et des parcelles agroforestières qui étaient conduites pour la partie agricole exactement comme le témoin agricole. C'est juste le fait d'introduire des arbres. Est-ce que
on a des stocks de carbone plus importants. Et pourquoi on a voulu le faire? Parce que dans ces rapports-là, on en parle, donc si ça se trouve, on a déjà toutes les valeurs. En fait, oui, il y a des valeurs dans les rapports de la FAO ou de l'INRA, mais c'est souvent des valeurs qui sont très variables et imprécises et basées sur assez peu d'études quantitatives. Donc, on s'y est mis. Et donc, c'est le projet qui s'appelle Agripsol. C'est un projet qui a été financé dans le cadre du programme réactif qui a lancé la Fondation de France et l'ADEME. Enfin, un programme réactif, c'est l'ADEME. C'est la thèse de Rémi Cardinel qui est financée aussi par la Fondation de France. Et donc, ce projet Agripsol, il rassemble un bureau d'études qui s'appelle Agrouf, dont a parlé le monsieur tout à l'heure, EcoESol, c'est notre labo, BioMco, l'UMR System dont vient Marie Gaume qui nous a parlé ce matin, et un laboratoire de Rennes qui s'appelle EcoBio qui lui travaille sur la faune du sol. Et donc dans ce projet, il y a tout un réseau de parcelles qui a été constitué par Agrouf, qui découle de différents projets auxquels ils ont contribué précédemment. Et donc ces parcelles, on les a choisies avec un témoin agricole où il n'y a pas d'arbres et un système agroforestier, donc les systèmes agroforestiers modernes dont a parlé ce matin Marie, avec des bandes enherbées et des arbres, et qui sont conduits, enfin en tout cas l'interrang est conduit exactement de la même façon, à le même itinéraire technique que le témoin agricole. Et donc on a fait des prélèvements de sol à la fois dans la bande et dans l'interrang et puis dans le témoin agricole. Ces prélèvements, comme c'est un système hétérogène, les systèmes agroforestiers, on a essayé de les faire à différentes distances à l'arbre pour essayer de voir comment se répartissait le carbone dans les sols par rapport à la distance à l'arbre. Donc ça, c'est juste quelques photos pour vous montrer que les systèmes agroforestiers de ce réseau sont assez variés. Donc on a sous prairie, enfin avec pâturage ou céréales, et que ce sont des types de sols différents, des âges différents et donc des gestions différentes. Ensuite, il faut y aller, il faut prélever. Donc, pour avoir des stocks de carbone, il faut à la fois mesurer la teneur en carbone des sols et la densité des sols pour pouvoir calculer des stocks, des quantités de carbone à l'hectare. Donc, pour ça, c'est assez compliqué, en fait, parce que autant la teneur, il suffit de prélever du sol avec une tarière et puis voilà. Après, il suffit de payer les analyses. La densité des sols, c'est plus compliqué parce qu'il faut enfoncer des cylindres, comme vous voyez là, à différentes profondeurs. Et ça prend beaucoup de temps. Donc, une fois les sols prélevés, donc on a fait ça à différentes profondeurs. Donc, à Ré-Saint-Clière, la parcelle un peu phare dans la recherche en agroforesterie, nous sommes allés jusqu'à 2 mètres de profondeur. Mais sinon, on s'est arrêté à 30 ou 50 centimètres. Ensuite, en haut, ce sont des photos qui montrent comment on mesure la teneur en carbone grâce à un analyseur. Et plus bas, si vous voulez des renseignements, c'est une estimation des teneurs en carbone par spectrométrie infrarouge qui permet de passer plus d'échantillons qui coûtent moins cher mais qui est un peu moins précise. On pourra en parler si vous voulez. Donc une fois ces prélèvements faits, on a aussi estimé les stocks de carbone dans les biomasses. Donc les biomasses des arbres, mais aussi la biomasse de la végétation spontanée qui pousse sur les lignes d'arbres. Et puis on a aussi essayé d'évaluer la croissance racinaire des arbres grâce à des fosses. Donc ça, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est pour vous dire qu'on a essayé d'estimer les stocks de carbone, ça c'est sur la parcelle de Ré-Saint-Clière, les stocks de carbone des différents compartiments à différentes profondeurs. Donc vous voyez, on va jusqu'à 2 mètres. Et puis ensuite, on a essayé d'évaluer les entrées. Donc toutes les entrées de carbone qui rentrent
dans le système, à la fois des racines, des feuilles et tout ça. Et on a fait ça dans la parcelle agricole et dans la parcelle agroforestière. Et donc on voit qu'effectivement, dans la parcelle agroforestière, on a plus de carbone qui rentre. Bon, c'était pas une surprise, mais on l'a quantifié. Et donc il y a 863 kg de carbone par hectare et par an qui rentrent dans le système. Donc vous voyez, on est, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure globalement, on est bien dans les bons ordres de grandeur. Donc ces 800 kg de carbone par hectare et par an qui rentrent en plus dans le système agroforestier, qu'est-ce que ça donne dans le sol? Ça donne une augmentation de 350 kg de carbone par hectare et par an dans le premier centimètre, le premier mètre de sol sur 18 ans. Et donc, si on rajoute à ça la biomasse des arbres, on arrive à 1100 kg de carbone. Et si on rajoute ensuite la végétation spontanée, on arrive à peu près à un stockage de 1300 kg de carbone par hectare et par an sur 18 ans. Donc ce stockage additionnel, il est pour 30% dans le sol et 70% dans la biomasse. Et il est aussi pour 50% sur la ligne d'arbre, alors que cette ligne d'arbre ne représente que 16% de la surface de la parcelle. Ensuite, on a essayé de faire cette étude moins précise, mais sur d'autres parcelles, pour essayer de généraliser. Donc la plupart des parcelles qu'on a prélevées, ce sont des parcelles jeunes. Et donc on a vu, enfin les premiers résultats nous ont montré qu'il n'y a pas d'effet distance à l'arbre, c'est plutôt un effet ligne de bande enherbée avec les arbres et un effet pas ligne. En fait, il y a du stockage sous la ligne d'arbres, mais il n'y a pas de stockage dans l'interrang qui reste très proche de la parcelle agricole. Donc ce stockage additionnel, il est surtout en surface, dans les 10-20 premiers centimètres. Les premières années, il est uniquement sur la ligne et il est d'environ 100 à 400 kg de carbone par hectare et par an. Donc je vous ai mis la valeur qui a été retenue dans les rapports FAO et de l'IPCC. Donc l'IPCC, c'est la même chose que le GIEC. Donc le GIEC c'est en français, IPCC c'est en anglais. Et donc en agroforesterie tropicale, on a des stockages de 95 à 200 kg de carbone par hectare et par an. Donc un peu moins que ce qu'on a nous mesuré sur le réseau en France. Donc par rapport aux autres systèmes, donc culture forêt, quand on passe d'une culture à une forêt, on a montré en 2002, lors d'une expertise de l'INRA, qu'il y avait un stockage de 440 kg de carbone par an. Et quand on passe d'une culture à une prairie, on a à peu près 500 kg de carbone par hectare et par an. Ce qui est, donc on voit que les sols agroforestiers, ils sont à peu près entre les deux, voire assez proches quand même de ces systèmes-là. Avec, en fait, c'est comme si on avait une prairie avec des arbres sur 20% de la parcelle. Mais on stocke quand même plus que 20% de ce qui voilà. Donc, quels sont les autres systèmes qui stockent du carbone dans les sols? Donc, c'est des systèmes soit qui augmentent les entrées de carbone, comme on a vu dans le système agroforestier, c'est surtout les entrées de carbone qu'il y a en plus qui permettent ce stockage. Donc, on a les haies. Le compost, les bois raméaux fragmentés ou d'autres choses. Il y a aussi ce dont on a parlé ce matin, le semis sous couvert végétal, les bandes enherbées là dans la vigne. Et on peut aussi associer ça à du semis direct, c'est-à-dire du travail du sol, soit aucun, soit simplifié, qui lui limite un petit peu les pertes de CO2 par respiration. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous ces chiffres, il y a un document qui a été édité par l'ADEME qui s'appelle le carbone organique des sols, qui compare les différentes pratiques
qu'on peut appeler agroécologiques et qui comparent ces différentes pratiques dans leur capacité à stocker du carbone. Donc vous voyez, on est tout à l'heure, je vous disais, l'objectif des 4 pour 1000, c'était à peu près 200 à 250 grammes de kilos de carbone par hectare et par an. Et donc toutes ces pratiques permettraient ce type de stockage. Et l'agroforesterie fait partie des pratiques qui séquestrent le plus de carbone. Donc ça c'est à nouveau un graphe qui permet de voir, parce que il y a la potentialité de ces pratiques à stocker du carbone, mais après encore faut-il qu'elles soient adoptées et multipliées par la surface qui peut effectivement être mise sur ces pratiques. Et donc c'est ce qu'a essayé et combien ça coûte. C'est ce qu'a essayé de faire l'étude de l'INRA en 2013, qui donc a regardé si il était possible de mettre ces pratiques sur quelle surface, combien ça coûtait. Et un des graphiques, c'est celui-là, donc le potentiel d'atténuation pour la France en 2030. On voit que l'agroforesterie effectivement permet d'atténuer pas mal les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, c'est en CO2 équivalent, mais c'est pas que du CO2. Il y a bien sûr tout ce qui est réduction d'engrais minéraux, introduction de légumineuses. Ça permet de limiter les émissions de N2O. Le N2O ayant un pouvoir réchauffant beaucoup plus important que le CO2. C'est des techniques qui permettent aussi beaucoup d'atténuer le changement climatique rapidement. Donc l'agroforesterie et la production agricole. Alors que sait-on du lien entre pratiques séquestrantes et rendement? Donc étant donné que le carbone du sol c'est 50% de la matière organique, si on stocke du carbone dans le sol, on augmente le taux de matière organique du sol et donc a priori on a des sols dont on peut attendre un rendement amélioré. Donc il y a des méta-analyses qui sont faites par la FAO et surtout en milieux tropicaux qui montrent que effectivement pour des pratiques dont le taux de séquestration varie autour de 100 kg de carbone par hectare et par an, on peut souvent attendre une augmentation des rendements d'au moins 50%. Donc est-ce que l'agroforesterie est une agriculture climato-intelligente? Donc je ne sais pas si vous avez entendu le terme que moi je trouve assez amusant, en français en tout cas. Donc qu'est-ce que c'est que l'agriculture climato-intelligente? C'est une agriculture qui permet de produire, donc sécurité alimentaire, d'atténuer le changement climatique et en même temps de s'adapter à ce changement climatique. Donc là, je vous invite à écouter les exposés que vous aurez demain de Philippe Vast et de Dominique Loup qui parleront sans doute plus de façon approfondie sur ce sujet. Mais dans un rapport de la FAO, on peut voir qu'effectivement, l'accroissement de la production de céréales sur différentes pratiques, l'agroforesterie est toujours assez bien placée. Enfin, vous voyez, ce qui est intéressant dans toutes ces études qui sont des méta-analyses, c'est de voir aussi la variabilité des résultats. Et effectivement, il y a toujours des différences régionales et entre sites qui peuvent être importantes, mais globalement, dans les zones tropicales, l'agroforesterie augmenterait la production de céréales, ou en tout cas augmente aussi les revenus en diversifiant, comme on a dit ce matin, les revenus des agriculteurs qui la pratiquent, puisqu'ils ont à la fois la céréale et les produits, soit du bois, soit des fruits ou autres. Donc, pour ce qui est des valeurs sur la production agricole en France, moi je ne savais pas trop. On en a parlé ce matin dans l'exposé de Marie. Et ce que j'ai lu, c'est que pour l'instant, la première partie de la vie, ça ne change pas grand-chose sur les rendements des cultures par rapport à un témoin agricole sans arbre, mais que dans la seconde partie, alors il n'y a pas trop de données de temps,
dans la seconde partie, peut-être que ce rendement pourrait être dégressif selon la densité des arbres, le type d'arbre ou je ne sais quoi. Donc en conclusion, l'agriculture, souvent, on la voit des fois comme un petit diable parce qu'elle pollue. On est obligé de déforester parce que dans certains endroits du monde, il n'y a pas assez de terre, l'élevage, voilà. Les fertilisants, les pesticides. Donc ça, c'est le côté diabolique de l'agriculture qui nous nourrit quand même. Et puis, là, je vous ai montré son côté angélique, dont fait partie l'agroforesterie, et donc qui permet d'augmenter les stocks de matière organique des sols, d'augmenter les rendements et d'atténuer un petit peu l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Donc en conclusion, oui, l'agroforesterie peut atténuer l'accroissement annuel de CO2 dans l'atmosphère. Et elle est compatible avec l'objectif des 4 pour 1000, puisque on a vu tout à l'heure, bon, j'avais calculé au départ 130 kg de carbone par hectare et par an, mais ensuite j'ai trouvé un autre chiffre on arrivait à 200. Donc en tout cas, nos premières valeurs nous donnent un stockage de 100 à 400 kg de carbone par hectare et par an. Donc on est toujours dans les mêmes ordres de grandeur. Il ne faut peut-être pas s'attacher tant aux chiffres que ça. C'est juste qu'on est dans les bons ordres de grandeur. Donc il y a un bilan positif. C'est un processus simple mais difficile à mesurer. Vous avez vu, il faut aller sur le terrain. Si on veut des stocks, il faut mesurer les densités. Ça devient tout de suite compliqué. Donc pour des projets de développement, on a construit des calculateurs qui permettent d'évaluer ce qu'on peut attendre des stockages de carbone si on convertit tant d'hectares de terre en agroforesterie ou tant en culture sous couvert. Ensuite, dans tous ces calculs, on n'a pas tenu en compte du devenir des biomasses. Et effectivement, c'est un système qui permet de produire de l'alimentation et de diversifier les revenus dans certaines conditions. Et donc, pour finir, je voulais faire un petit focus sur 2015. On parle beaucoup du climat, donc année du climat, mais c'est aussi l'année internationale des sols pour la FAO. Donc les sols, souvent, on les considère pas beaucoup. Ils sont là, mais on les regarde pas trop. Donc l'Association française d'études des sols essaye de mettre en ligne des ressources, des webinaires qui expliquent différents sujets autour des sols. Donc je vous invite à aller les écouter. Et puis aussi des renseignements sur le carbone du sol, dans différents documents. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet Agripsol dont je vous ai parlé, sur le site d'Agrof, il y a plusieurs pages qui en parlent. Parce qu'il n'y a pas que le carbone dans ce projet, il y a aussi la faune du sol, les vers de terre et les coléoptères. Merci.